L'État a plus tendance à mettre des bâtons dans les roues, notamment avec ce délit d'entrave à l'IVG, puisqu'en France, on n'a pas le droit d'entraver quelqu'un qui veut avoir accès à l'IVG en lui disant de ne pas le faire. Oui. Par contre, on a le droit de faire tout ce qu'on veut pour pousser quelqu'un à avorter. Il n'y a pas de délit inverse. Bonjour à toutes et à tous, shalom alaikum, alaikum shalem. Nous sommes très heureux aujourd'hui de retrouver sur notre plateau Nicolas Bauer. Nicolas, bonjour. Bonjour Saïdou Jibou. Plaisir de te recevoir. Tout le monde doit savoir aujourd'hui que Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds ». Nicolas Bauer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, à nos téléspectateurs de TBNFR? Très bien, d'abord merci Saïd pour l'invitation. Je suis très heureux de cet échange. J'ai suivi un petit peu vos activités, le récit de votre conversion, de la conversion de votre sœur, qui m'a beaucoup touché. Merci. Et donc je suis heureux de vous rencontrer à cette occasion. Je m'appelle Nicolas Bauer, je suis juriste au Centre européen pour le droit et la justice, qui est une petite ONG qui est basée à Strasbourg et qui est spécialisée dans les droits de l'homme et qui agit auprès des institutions qui protègent les droits de l'homme. Et nous agissons sur différents sujets, oui. La protection de la vie, de sa conception jusqu'à la mort naturelle, la liberté religieuse et la liberté d'expression, et aussi sur des sujets qui touchent à la famille, comme la pornographie. Eh bien, dis donc, avec tous ces sujets-là, je dirais que vous êtes, mais complètement, votre temps est complètement absorbé. Ce sont des questions d'éthique et des questions qui sont d'actualité. Donc, vous travaillez pour le CLJ. Est-ce que vous pourrez nous dire un petit peu ce que signifie le CLJ pour nos auditeurs? C'est le Centre européen pour le droit et la justice, voilà, en anglais European Center for Law and Justice. Nous sommes juristes. Nous agissons donc dans des institutions comme la Cour européenne des droits de l'homme et les Nations Unies. Excellent. Waouh, ça va loin quand même, les Nations Unies. Oui, en fait, c'est des institutions qui prévoient des mécanismes pour les associations, pour les ONG. En fait, on est une organisation non gouvernementale pour les consulter dans les différents sujets qu'elles traitent. Et donc, sur les sujets comme l'avortement, l'euthanasie, le droit des églises, la pornographie, on intervient dans ces mécanismes, donc soit par des interventions orales ou écrites. Et donc, on peut défendre un point de vue qui est un point de vue chrétien. Alors aujourd'hui, ce qui nous concerne, donc, c'est l'IVG. Donc comment le CLJ, donc ça se traduit comment concrètement sur le terrain? Comment vous intervenez avec le CLJ? Alors notre travail est essentiellement juridique, et donc on intervient dans des affaires donc à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a eu beaucoup d'affaires, par exemple récemment contre la Pologne, puisque on reproche à la Pologne d'avoir restreint l'avortement pour motif de handicap du fœtus, donc avortement des trisomiques. Donc on est intervenu dans ces affaires-là, on a gagné d'ailleurs. Bravo. Merci. Aux Nations Unies, il y a d'autres affaires, d'autres mécanismes. Et sur un sujet comme l'avortement, en fait, on a réalisé que le travail juridique ne suffisait pas. Et donc on a fait tout un travail récemment autour des témoignages de femmes qui osent venir et s'exprimer. Oui. Quel courage, quelle force, c'est bien. Dont 3 qui viennent sur TBN. Excellent. Pour parler. Et pour diffuser leurs témoignages et montrer qu'en fait, il y a un décalage entre le discours juridique, politique sur l'avortement et l'avortement tel qu'il est vécu. Puisque dans le discours politique, on entend parler de l'avortement comme une liberté, c'est un droit de l'homme aujourd'hui, c'est acquis, quoi. Oui, alors juridiquement non, mais en tout cas dans le discours politique, bien sûr, dans le discours politique, c'est ce qui se ressent. Ouais. Malheureusement, c'est vrai. Alors que l'IVG dans la réalité, et nous ce qu'on voit comme ONG, ce qu'on observait, c'était l'IVG comme une souffrance et l'IVG aussi comme subie, parfois qui n'est pas très libre. Et donc on s'est dit, pour casser ce décalage, en fait, on va faire se rencontrer des femmes qui ont vécu une IVG et des parlementaires qui parlent de l'IVG habituellement en hémicycle. Ça a un réel impact vraiment? Ça impacte vraiment le parlementaire? Malheureusement, on ne les a pas tous rencontrés, mais on en a rencontré de différents groupes politiques, quasiment tous les groupes politiques. Et au départ, il y a quand même un choc, parce que quand ils entendent les témoignages, alors qu'eux, on leur met la pression aussi pour ça, les médias, différents organismes leur mettent la pression pour avoir un discours sur l'avortement très positif. Puis quand ils entendent le choc de l'impact que ça a sur la vie d'une personne, donc là c'était des femmes, mais ça pourrait être aussi des hommes, des couples, et ça fait quand même d'abord un choc. Et après les témoignages,
Et donc vous avez deux des femmes qui interviennent sur TBN, Valérie et Amélie, qui ont fait partie des témoins, parmi 17 femmes qui se sont engagées avec chacune au moins un rendez-vous. Et après ces témoignages, il y a toujours eu un échange avec le parlementaire et on a été je pense qu'elles ont été déjà touchées de l'écoute qu'elles ont reçue, de l'empathie. Et après, on a parlé aussi des solutions évidemment politiques à cela pour éviter que d'autres femmes vivent ce qu'elles ont vécu. Alors, qu'est-ce qui pourrait vraiment changer, je dirais, dans les politiques publiques concernant l'IVG aujourd'hui ? Alors, il y a différents grands chantiers, je pense, si on va être ambitieux avant de parler des petites choses concrètes qui peuvent réellement changer. Mais ce qui revient souvent, c'est la question de l'éducation affective et sexuelle. Parce que du coup, on s'enferme dans un parcours qui est pas tout à fait juste, et ça impacte vraiment la vie sexuelle, et donc ça mène à ce type de décisions qui sont pas vraiment des décisions, en fait, c'est un parcours tout tracé. Et donc l'éducation affective et sexuelle, dans les collèges, dans les lycées, vous avez déjà pas mal de dysfonctionnements, mais il y a aussi des choses bonnes. Il y a la prévention des violences sexuelles, la prévention des infections sexuellement transmissibles, mais sur l'IVG, il n'y a aucune idée de prévention, en fait. D'accord. Alors que comme je le disais, c'est pas forcément un progrès, en tout cas c'est pas vécu comme ça. Et donc il faudrait aussi parler de ce sujet, déjà parler de la vie in utero avant la naissance. Bien sûr. Même si ça suscite pas mal de débats, au moins ouvrir ce sujet. L'IVG n'est pas que lié à la sexualité, mais il y a aussi quand même l'histoire d'un enfant. Et aussi parler des conséquences de l'IVG sur les femmes elles-mêmes. Et là-dessus, en fait, on est au-delà d'un... Bon, bien sûr, il y a un tabou, mais même au-delà du tabou, on est presque dans un mensonge organisé, puisque quand on va sur le site ivg.gouv, ces conséquences sont totalement niées. Et en fait, pour organiser cette initiative, j'en ai entendu des dizaines de femmes, et les conséquences qu'elles décrivent sont assez similaires. Donc, on peut quand même parler d'un phénomène au-delà des cas individuels et faire le lien avec l'IVG. Très bien. Alors, au niveau de la société, comment lever le tabou aussi de l'IVG pour que les femmes et les couples puissent un petit peu se reconstruire ? Alors, je pense que les témoignages ont vraiment aidé à lever le tabou. Après, les personnes qui vivent l'IVG, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes aussi, qui parfois perdent leur enfant sans qu'ils aient été consultés, ou des couples, ne savent pas toujours vers qui se tourner. Et donc, il y a des belles œuvres qui existent. Il y a Mère de Miséricorde, qui est une œuvre catholique. Et il y a aussi du travail qui est fait chez les protestants. Vous connaissez, je crois, Sandra Duby à Annecy. Oui, tout à fait. Très bien. Oui. Elle fait aussi un travail pastoral. Bravo. Et en fait, ce qui m'a frappé dans tous les témoignages que j'ai entendus, et des femmes qui ont voulu répondre à cet appel de témoigner auprès des parlementaires, oui, c'est qu'en fait, la majorité, je dirais même quasiment toutes, en fait, n'étaient pas chrétiennes quand elles ont avorté. Elles sont devenues chrétiennes après, en fait. D'accord. Elles ont avorté soit sans se poser de questions, soit sous la pression d'un compagnon, d'un conjoint. On a même des témoignages assez horribles, où une femme, notamment, qui, je pense, a été emmenée, tirée par les cheveux à l'hôpital pour être avortée. Et au final, il n'y a pas de protection vraiment contre ça en France. Et donc, du coup, il y a toutes ces œuvres qui permettent à ces femmes, après, de se reconstruire, et qui font aussi tout un travail en amont quand une femme a une grossesse inattendue pour savoir la guider et l'orienter et voir l'ensemble des alternatives qui existent, puisque ce qui revient vraiment dans tous les témoignages, c'est on ne m'a pas présenté d'alternative, en fait. On ne m'a pas dit que si je voulais avorter pour un besoin d'hébergement, parce que j'étais en situation de précarité, parce que je subissais des violences, en fait, tous les acteurs que j'ai consultés ne m'ont pas indiqué qu'il y avait des solutions à ça. Alors, l'avortement, on parle beaucoup de l'acte en lui-même, mais pas dans la préparation psychologique de la future maman, donc qui est la première en tout cas concernée. Est-ce qu'elle a un droit, je dirais, d'information sur les conséquences physiques, psychologiques de l'acte ? Est-ce que ce sont des choses qu'on... Alors, c'est sûr, je vous disais, sur le site ivg.gouv, il y a un vrai mensonge là-dessus, qui est relayé par des organismes comme le planning familial. Je pense que c'est vraiment pas là-bas qu'il faut se tourner pour être informé. Après, il y a des antennes d'écoute qui présentent la situation dans toute sa nuance et toute sa complexité, en fait. Et pour vous citer des exemples, je sais qu'il y a ivg.net, SOS Bébé, qui sont des antennes d'écoute en cas de grossesse inattendue.
et donc qui guide les femmes pour, sur les conséquences de l'IVG, mais même plus globalement. Et Mère de Miséricorde aussi a une antenne d'écoute. Et ces conséquences qui reviennent, comme je vous le disais, j'ai été frappé de savoir en fait que beaucoup de femmes avaient des cauchemars importants vraiment à chaque date d'anniversaire ou régulier, qu'elles se sentaient aussi incapables et illégitimes à être mères après. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient donc sur la relation aux enfants après. Et vous avez aussi des conséquences dont beaucoup de femmes parlent qui relèvent un peu de l'auto-sabotage ou de l'autodestruction de sa propre vie. Et je sais que sur TBN, il y a une femme qui a témoigné, qui faisait aussi partie du groupe à Paris, qui a témoigné auprès des parlementaires, qui s'appelle Émilie Quinson, et qui parle pas mal de ça, qui décrit comment elle a saboté son couple, ses relations sociales, son commerce, et c'est seulement plus tard qu'elle a fait le lien avec l'avortement. Et en fait, la reconstruction permet justement de se réconcilier avec soi-même aussi, je pense, et d'aller au-delà. Nous sommes sur TBN FR, tout le monde doit le savoir qu'effectivement nous avons un Dieu qui est bon, qui est grand, qui nous a donné une parole qui est vraiment extraordinaire. Et cette parole, elle donne la vie. On est sur le plateau avec Nicolas Boer sur le thème de l'IVG. On est vraiment content en tout cas de te recevoir. Sachez que sur TBN, vous pouvez aussi nous soutenir et ça nous permettra encore d'aborder des sujets qui sont en tout cas épineux et délicats. Le fait de traiter plus ou moins humainement le début de la vie à la fin de la vie nous dit beaucoup sur la qualité de relation au sein du corps social aujourd'hui. Oui. Alors le point commun entre début et fin de vie que je verrai, là on se lance sur d'autres sujets encore, mais il y a quand même, c'est vrai, un point commun de la fragilité, de la dépendance, de la vulnérabilité. Et en fait, effectivement, ça nous dit beaucoup sur le corps social, parce que la question que posent des sujets comme l'euthanasie, le suicide assisté ou l'avortement, c'est comment on traite les personnes vulnérables et les personnes dépendantes dans notre société. Donc c'est le point commun entre l'embryon ou le fœtus, qui est intégralement dépendant de sa maman et de la société, et la personne âgée ou handicapée, qui en tout cas diminue dans ses capacités. Et oui, alors ce que ça dit sur le corps social, pour répondre à votre question, aujourd'hui, le choix qu'on fait, c'est l'individualisme. Je pense la grille de lecture générale qu'on a. L'hyper-individualisation, l'indifférence même. Oui, l'indifférence aussi, oui. L'indifférence, elle est causée justement par l'individualisme, parce qu'on est centré sur soi. Et on le voit bien dans toutes les revendications qui mènent à ces changements sociétaux, même sur l'IVG, les slogans types, c'est mon corps, mon choix, c'est ma vie, c'est moi qui fais ma loi, quoi. Bien sûr. Alors qu'en fait, il y a un autre, et en fait, le point de vue chrétien, c'est l'inverse, en fait, le plus fragile, le plus vulnérable. C'est le pauvre, en fait, c'est celui qui a besoin qu'on le serve. Et toute la société doit, au contraire, être mise à son service. Alors, je dis ça, c'est facile de l'énoncer, c'est pas facile à vivre. C'est clair, qu'on soit chrétien ou pas, c'est pas facile à vivre. Mais en tout cas, ça devrait être l'objectif. Alors qu'aujourd'hui, on est plus dans une recherche de l'épanouissement personnel individuel. Et donc, le corps social, comme vous dites, il y a même plus de corps social si on est seulement dans cette logique-là. On a eu un fait d'actualité qui a marqué un petit peu les esprits. Une femme enceinte a perdu son enfant alors qu'elle portait, je dirais, cet enfant. Il y a eu un accident de circulation dans lequel était impliqué en tout cas un artiste que je ne nommerai pas. Donc c'est une des questions les plus épineuses du droit qui revient, à savoir si l'enfant à naître est une personne. Et cette question relative à la qualification dans l'embryon interroge en tout cas la summa divisio du droit de choses, personne, et implique également des conceptions philosophiques et religieuses aujourd'hui. En fait, pour remettre dans le contexte, je trouve que ce qui s'est passé, en tout cas de mémoire, d'après les articles que j'ai lus, décrit bien le problème, parce qu'en fait, donc, vous avez eu un accident de voiture. Oui. Donc l'artiste s'était drogué ou a été alcoolisé, je ne sais plus. Oui, il avait pas mal abusé en tout cas de certaines substances, peut-être synthétiques ou naturelles, on ne sait pas, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, le drame est là malheureusement. Et en fait, personne n'est mort dans la voiture à part le bébé. Exact. Et, la dame était enceinte et était proche de l'accouchement en fait. Oui. On était,
Et en fait, pour elle, c'était clair que c'était un bébé. Elle avait annoncé à toute sa famille qu'elle attendait un enfant. C'est une évidence que c'est un enfant. Et même ce que disaient les articles sur l'accident, c'est que c'est la première chose qu'elle a crié alors que tout le monde était blessé, c'était de dire mon bébé. C'est ça qu'elle a crié. Et pourtant, juridiquement, en fait, on ne va pas reconnaître que c'est un bébé qui a été tué par cet accident. Bien sûr. Et donc cet artiste, il est poursuivi pour blessure involontaire et pas pour homicide. Et donc on nie vraiment l'existence de ce bébé. Et la cause de cela, c'est l'avortement, puisqu'en fait on sait très bien que si on reconnaît une dignité juridiquement, si on reconnaît la nécessité de protéger avant la naissance, bah forcément ça met en cause l'avortement. Donc là, ça ne met pas forcément en cause l'IVG qui est jusqu'à 14 semaines, oui. Mais ça met en cause au moins l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, qui est aussi un avortement. C'est le même acte, mais c'est dans les cas où le fœtus est trisomique, par exemple. C'est le cas typique. Et donc effectivement, ça montre aussi que ces lois sociétales concernent tout le monde, puisque finalement, ça a un impact sur la protection de tous les bébés. Et c'est pareil vous parliez de la fin de vie, c'est pareil sur l'euthanasie en fait. Oui. On dit ce serait un nouveau droit qui n'enlèverait rien à personne. Celui qui veut mourir meurt et ça enlève rien aux autres. Alors qu'en fait, si on change quelque chose qui a un impact sur tous, et après on donne des critères en disant vous pouvez être euthanasié dans telle condition. Oui. Mais une fois que quelqu'un respecte ces conditions, quelle pression sociale il va avoir pour demander l'euthanasie, comment il va justifier non, moi je rentre dans les critères mais je ne veux pas être euthanasié. En fait, lui-même va devoir justifier sa propre vie, alors que quand on ne rentre pas dans les critères, on n'a pas besoin de le justifier. Donc ça montre bien que ces lois de société ne concernent pas que mon corps, mon choix, mon droit, mais concernent vraiment tout le monde en fait. Tout le monde. Alors, récemment, il y a 2 pays qui ont rejoint et adhéré à la déclaration de consensus de Genève, donc le Burundi et le Tchad. Est-ce qu'il y a une remise en cause justement par rapport, je dirais, à cette adhésion des 2 pays avec les accords internationaux qui stipulent, je dirais, le droit et le devoir de défendre la famille et de protéger la vie in utero, ce qui porte désormais aujourd'hui à plus de 39 le nombre total de signatures. Est-ce que le fait que ces 2 pays adhèrent aujourd'hui, est-ce que ça va bouger les lignes un petit peu ? Oui, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a une étincelle? Avant notre entretien, et déjà, je suis étonné de voir à quel point vous êtes renseigné. Bien sûr, ça me concerne énormément. Informé, parce que cette déclaration est très importante, oui. Mais elle n'est pas très connue. C'est une déclaration qui rassemble des pays du monde entier, des 5 continents, oui. Des pays qui parfois, sur certains sujets, sont en désaccord vraiment frontal, et qui est une déclaration pour dire très clairement qu'il faut protéger la vie avant la naissance. Et donc c'est à l'initiative des États-Unis. En Europe, il y a la Pologne et la Hongrie qui ont signé, la Biélorussie aussi, je crois. Et donc cette déclaration, elle est importante puisque, en fait, elle ne fait que rappeler le droit international des droits de l'homme tel qu'il est, les conventions internationales telles qu'elles ont été signées, et qui ne consacrent aucun droit à l'avortement. Et donc cette déclaration, ce sont des pays du monde entier qui rappellent ça et qui disent qui s'en ont marre en fait qu'on les force sous prétexte de droit international, sous prétexte de droits de l'homme à modifier leur législation sur l'avortement. Et donc tant mieux si des pays continuent de rejoindre cette déclaration. Alors malheureusement elle a pas une valeur juridique obligatoire, mais c'est plutôt c'est une déclaration en fait. C'est des États qui disent au monde entier nous voulons protéger l'enfant avant la naissance et nous avons le droit de le faire et même c'est bon de le faire. Alors nous sommes en France avec un pays qui aujourd'hui est gouverné, mais j'ai envie de dire presque sans gouvernement. On sait à quel point aujourd'hui cette question elle est délicate. Est-ce qu'on a des chances dans notre société de revenir sur cette question de l'IVG avec le nouveau gouvernement, sur la question par exemple de l'euthanasie aussi? Comment tu vois l'avenir aujourd'hui en France avec ces questions-là et ce nouveau gouvernement qui est ingouvernable aussi en même temps? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir, une étincelle d'espérance? Alors avant de parler de l'espoir, c'est vrai qu'il faut constater qu'encore une fois, avec ce nouveau gouvernement, on a vu les pressions sociétales qu'il peut y avoir sur ces sujets, puisque oui. Michel Barnier n'est pas du tout favorable à l'euthanasie. Tant mieux. Il a
Il n'y a pas que lui, hein, je pense qu'au sein du gouvernement, on a aussi... 2 jours après, si, justement, après avoir redit qu'il n'y était pas favorable, 2 jours après, il a dit que finalement, il était favorable à l'aide active à mourir. Au projet de loi. Et donc en 2 jours, on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, alors. Oui, on ne sait pas ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a des pressions importantes et en fait, c'est devenu des choses sacrées. En fait, l'IVG en particulier, on l'a mis dans la Constitution. On est le seul pays au monde qui le met dans la Constitution. Une Constitution qui normalement organise les institutions d'un pays et dit ce qui a de la valeur. Et ben nous, on y a mis l'IVG. Donc c'est vrai qu'à première vue, il n'y a pas ça nous donne pas beaucoup d'espoir. Après, je pense que sur ces sujets, là où il faut placer notre espoir, c'est dans toutes les choses concrètes qui peuvent changer, en fait. Voir ces témoignages et à quel point le fait que des femmes témoignent et que ça en libère d'autres et qu'elles se reconstruisent, en fait, ça change pas le nombre d'avortements en France qui est pareil par rapport à la population le plus élevée d'Europe. Mais par contre, ça peut changer la vie d'une personne tout entière et faire beaucoup de bien. Donc je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Et sur la fin de vie, il y a de l'espoir dans les soins palliatifs. Quand on écoute des témoignages d'infirmières en soins palliatifs, on se dit que c'est vraiment magnifique. En fait, on n'a pas envie d'être diminué en fin de vie. Ça va sûrement être dur à vivre. Bien sûr. Mais en tout cas, il se vit des moments magnifiques d'humanité dans ces lieux. Et donc notre espoir, il peut être là-dedans. Et même si on constitutionnalise l'IVG, même si dans le discours politique ça restera encore un moment sacré, je pense qu'il y a plein de petites choses concrètes à pas mal de niveaux qui peuvent nous donner de l'espoir. Comment est perçue justement la France par rapport au reste du monde avec cette constitutionnalisation de l'IVG? Ça a été véritablement un véritable séisme. Oui, alors en fait, malheureusement, ça a quand même donné des idées à pas mal de monde. Malheureusement, oui. Comme qui, par exemple, partout, Canada, Belgique? Toutes les associations pro-avortement se sont mis à revendiquer cela. Et la France ferait mieux de se poser la question de pourquoi elle a le plus fort taux d'IVG de l'Europe, en fait. Ça montre bien que l'IVG n'est pas qu'une question individuelle. L'IVG est légal à plein d'endroits et pour autant il y a des pays où le taux est fort et d'autres non. Donc c'est bien qu'il y a des causes sociales. Et en fait, ce que le monde devrait percevoir sur cette constitutionnalisation, c'est qu'en fait la France évite le problème, elle évite de régler ses causes sociales. En fait, c'est quand même triste de se dire qu'il y a beaucoup de couples, beaucoup de femmes qui aimeraient accueillir la vie, mais qui en fait se posent la question à cause de besoins d'hébergement, à cause de violences, à cause de précarité, et qu'en fait la seule solution qu'on leur offre, c'est de leur dire l'IVG c'est bien, ça règle le problème. Et c'est la vision actuelle qui est partagée par le planning familial aussi. La présidente du planning familial, devant des parlementaires, avait été auditionnée, et 2 parlementaires, 2 femmes, avaient fait référence à une expérience vécue sur l'IVG, pour poser la question de qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe pas si bien, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là. Et la seule réponse de cette présidente du planning familial a été de dire, donc Sarah Durocher, elle s'appelle, elle a dit pour nous au planning, l'IVG n'est pas un problème, c'est une solution. Voilà. Oh, dis donc. C'est la réponse textuellement parce qu'elle m'a marqué. Donc impressionnant. Et donc c'est sûr que c'est pas vers la France qu'il faut se tourner pour chercher un modèle. Et plus vers les pays de l'Est aujourd'hui. Oui, les pays de l'Est qui, la Roumanie, dans l'accueil la Pologne, de la vie, ont compris en fait que les gens sont attachés à la famille, ont envie d'avoir des familles unies, ont envie qu'on les aide à ça et qu'on les aide à accueillir la vie. Et dans ces pays, il y a beaucoup plus de belles familles qu'en France, où au contraire, on est dans des situations précaires et où les gens souffrent. Donc je pense qu'il vaudrait mieux s'inspirer de ce qui se passe dans ces pays-là, comme la Hongrie. Alors, qu'est-ce que tu penses de toutes ces associations chrétiennes qui souvent arpentent les trottoirs à Paris, puis justement revendiquent, je dirais, cette grosse problématique aujourd'hui de l'IVG? Elles sont souvent qualifiées un petit peu d'extrémisme, etc. Et au niveau des hautes sphères, je dirais, chrétiennes aujourd'hui, quel est leur combat? Est-ce que ce sont des combats qui véritablement aujourd'hui voient du résultat à force de pression, de manifestation? Ou alors ça sert à rien finalement de manifester comme ça dans les rues? Parce qu'on est vite qualifié d'extrémistes aujourd'hui, hein. Alors, ce que voient les gens de ces associations, c'est souvent la partie politique. Déjà, il y a toute la partie concrète
ce dont je vous parlais, des antennes d'écoute. Oui. En fait, ils règlent vraiment des choses dans la vie des gens dont les gens ont besoin. Et pour cela, ils n'ont aucune subvention, ils le font seulement avec des donateurs privés. Bien et sûr. l'État a plus tendance à mettre des bâtons dans les roues, notamment avec ce délit d'entrave à l'IVG, puisqu'en France, on n'a pas le droit d'entraver quelqu'un qui veut avoir accès à l'IVG en lui disant de ne pas le faire. Oui. Par contre, on a le droit de faire tout ce qu'on veut pour pousser quelqu'un à avorter. Il n'y a pas de délit inverse. Et donc ces associations, déjà, il y a tout le travail concret qui est vraiment bon et qui porte des fruits. Et ensuite, sur le travail politique, en fait, on obtient des résultats. La mission dont je vous parlais avec des femmes qui ont témoigné à l'Assemblée, on a abouti à ce que des parlementaires souhaitent changer les choses. Et donc on a eu, par exemple, cet après-midi, je dois être appelé par un parlementaire qui veut déposer une proposition de loi. Bravo. Pour que le remboursement des 2 premières échographies, quand on veut garder son bébé, soit à 100% par la sécurité sociale. Parce que pour l'instant, c'est remboursé à 100% dans le cadre d'une IVG. D'accord. Mais à 70% si on veut garder son bébé. Donc l'IVG est mieux remboursé. C'est impressionnant d'apprendre ça. C'est absurde. Oui. C'est absurde. C'est pour ça que en fait, le taux d'IVG est un choix politique. En fait. Oui, c'est ça. On veut que les gens avortent. Quand il y a des différences comme ça, c'est que c'est voulu. Et ce parlementaire qui est tout à fait favorable à l'IVG a trouvé cela choquant d'apprendre, quand on discutait avec lui, que pendant le rendez-vous, qu'il y avait une différence entre les deux. Et donc, il voudrait régler ça. Il y a ça, il y a des sénatrices aussi qui, en entendant des femmes, notamment une qui a eu beaucoup de pression pour avorter du planning familial, qui avait témoigné auprès de ces sénatrices, qui voudrait lancer une mission d'information sur le planning familial. Une mission d'information, ça permet à des parlementaires d'enquêter. Et donc, elle voudrait enquêter sur toutes les dérives du planning familial, donc que ce soit les IVG hors délai, le fait qu'elle ne présente pas aucune alternative à des femmes qui hésitent à avorter, alors qu'au contraire, elle devrait davantage écouter. Le planning familial devrait davantage écouter de ce dont ces femmes ont besoin avant de leur donner les papiers pour avorter. Donc ça c'est un autre résultat concret. Et quand je vous parlais du site ivg.gouv aussi, on a eu un rendez-vous avec une parlementaire macroniste, pareil, qui est plutôt susceptible d'être favorable à l'IVG, qui a écouté les femmes parler des conséquences qu'elles ont vécues. C'est excellent. Et qui elle-même a dit qu'elle avait vécu les mêmes conséquences d'un avortement. Et donc elle nous a dit après le rendez-vous qu'elle voulait se renseigner en fait pour voir comment changer ce site. Donc il y a quand même des... C'est sûr, ça ne règle pas le problème global, mais ces associations, quand vous demandez... donc là c'est notre association, mais les autres associations pro-vie font la même chose. Quand vous demandez l'impact qu'on a ou qu'on n'a pas, en fait, il y a quand même... Bien sûr. Un impact sur ces petites choses concrètes. Je vois en tout cas que c'est un travail qui est en tout cas après difficile, et quand on a ce type d'expérience justement avec quelques personnalités politiques, ça laisse une lueur d'espoir, et c'est peut-être une petite goutte d'eau dans l'océan, mais qu'est-ce que serait l'océan sans ces gouttes d'eau là en tout cas. Félicitations pour le CLJ. Sur ces 17 personnes qui ont rencontré des parlementaires, est-ce qu'il y a un témoignage particulier qui t'a marqué? Alors, ce qui est marquant aussi, c'est le chantage affectif. Et ça pareil, ça revient tout le temps. Le compagnon, le père de l'enfant, qui dit c'est soit moi, soit l'enfant, en fait. Et ce chantage affectif, soit il peut être assez... c'est cruel. Il peut être ressenti par la femme sans qu'il ait forcément lieu, parfois. Mais parfois, il peut aller très loin. Il peut aller vraiment jusqu'à un harcèlement, en fait, jusqu'à l'avortement. Donc ça, c'est pas uniquement les souffrances de l'IVG, mais souffrances de toute la situation avant familiale, sexuelle, relationnelle qu'il peut y avoir en France. Vous êtes sur TBNFR, très heureux de recevoir sur le plateau Nicolas Boer, qui fait partie de l'ECLJ. Et cette question, pour moi, elle est vraiment importante. Nous avons des centaines, peut-être des milliers de personnes qui nous suivent direct sur TBN. Si tu pouvais t'adresser à une femme qui est justement dans ce dilemme, qui est dans ce combat, qu'est-ce que tu lui donnerais comme message, finalement, pour sauver la vie? Après avoir entendu tous ces témoignages, c'est vrai que
j'ai pas forcément moi-même donné conseil, mais je sais qu'il y a des professionnels qui savent le faire mieux que moi. Et donc, ce que je dirais déjà, c'est ne pas aller voir le planning familial et aller voir plutôt ces professionnels. Et donc, il y a des antennes d'écoute, ivg.net, SOS Bébé, Mère de Miséricorde. Il y a des guides aussi, je pense au guide de l'association Alliance Vita qui s'appelle Je suis enceinte, qui recense vraiment toutes les aides qui existent sur cette question de l'accueil de la vie. Et en fait, du coup, ce que j'ai envie de vous dire, à partir de ce que disent ces professionnels, ces antennes d'écoute, ces guides, ce qui vous aideront à comprendre, je pense, c'est qu'en fait, accueillir la vie, c'est possible et ça peut parfois être plus simple qu'on ne le pense. En tout cas, il y a des freins qui peuvent être levés. Alors bien sûr, ça veut pas dire que les 20 prochaines années vont être faciles, mais en tout cas, il ne faut pas vous laisser vous faire tracer qu'une seule voie, qui est celle de l'IVG, sans envisager toutes les autres alternatives. Un grand merci, Nicolas Boer. Tout le monde doit savoir que Dieu, effectivement, a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. » Et on se retrouve pour une prochaine émission sur TBN. À travers TBN FR, nous touchons des centaines et des milliers de personnes. Et grâce à cette campagne de dons que nous organisons, même à partir de 10 €, c'est quasiment rien du tout, vous pouvez nous aider à faire propager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Nous comptons sur votre soutien, bien sûr dans la prière, mais aussi financier. Que Dieu vous bénisse. À très très vite.